Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro spécial consacré à la révision de la liste électorale. L'opération a débuté le samedi 19 novembre. La commission électorale indépendante veut enrôler 2 millions de nouveaux inscrits. La CEI se donne 3 semaines pour atteindre cet objectif. Mais est-ce que cela est possible? Comment va se dérouler cette opération? On en parle avec le président de la CEI, M. Ibrahim Coulibaly Cubière. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, M. Coulibaly Kolo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et avant de commencer par les questions, on ira à Beauville. Et c'est là-bas que s'est déroulée la cérémonie officielle de lancement de cette opération. Les populations sensibilisées justement sur l'importance de la révision de la liste électorale. Le reportage de Moussa Konaté. Lancement officiel de la révision de la liste électorale. À Beauville, chef-lieu de région de l'Agné-Bitiassa, choisi pour le coup d'envoi. Il s'agit pour la commission électorale indépendante de mettre à jour le fichier électoral et d'actualiser la base de données des électeurs. Selon la CEI, le nombre total des électeurs en Côte d'Ivoire est estimé à environ 12 millions de personnes. À ce jour, la liste électorale enregistre 7,5 millions d'électeurs. Il y a donc près de 5 millions de potentiels votants à pêcher. Pour réussir ce pari, les élus, cadres, guides religieux et acteurs communautaires sont mis à contribution dans la sensibilisation des populations. Pour l'opération, plus de 6 900 équipes de la CEI sont déployées sur tout le territoire national. Révision de la liste électorale, comment réussir l'opération que nous allons aborder dans 2 parties ce soir. Nous parlerons d'abord dans la première partie de cette émission avec la révision de la liste électorale elle-même et un processus que le président de la CEI nous permettra de mieux comprendre. Il faut préciser que les téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions en scannant le code QR qui s'affiche sur l'écran. Donc dans quelques instants, voici le code QR que vous pouvez scanner et nous envoyer vos questions. Monsieur le Président, c'était un plaisir de vous recevoir. Alors comment justifier, comment expliquer cette révision de la liste électorale? Mais merci, M. Coulibaly Kolo, de nous recevoir sur votre plateau. Chaque année, on vient sur ce plateau pour expliquer à nos concitoyens l'intérêt de venir s'inscrire sur la liste électorale. Alors, il est bon de citer le code électoral qui constitue la loi fondamentale en matière électorale. Et l'article 6 du code électoral prescrit que la liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission électorale en tenant compte des modifications intervenues dans le corps électoral. Au point où la commission a pour obligation de réviser la liste électorale qui est un document administratif sur lequel les citoyens viennent s'inscrire. Alors, la révision va comprendre 2 grands aspects. Le premier, c'est de capter les Ivoiriens qui sont en âge de voter et qui remplissent la condition pour s'inscrire sur la liste électorale et qui viennent le faire pour la première fois. Il s'agit ici donc des citoyens âgés d'au moins 18 ans, ivoiriens, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant frappés d'aucune incapacité. Ceux-là, ils viennent s'inscrire pour la première fois. Le deuxième aspect concerne ceux qui sont déjà sur la liste électorale. Ceux-là, ils sont déjà sur la liste électorale, mais pour des raisons diverses, veulent mettre à jour les informations les concernant. Il s'agit dans un premier temps de celui qui veut changer de lieu de vote. Moi, je suis à Cocody et pour des raisons professionnelles, je me retrouve à Makori où je dois voter. Alors, je demande où je dois exercer ma fonction. Donc, je demande à la commission électorale, à la faveur de la révision de la liste électorale, à m'inscrire dans mon nouveau lieu de travail. Mais pour ce faire, il faut que je rapporte la preuve de ce qu'effectivement, je réside à Makori. Parce qu'il faut lutter contre la transhumance qui force un peu le jeu démocratique. Ça, c'est le premier aspect concernant ceux qui existent déjà sur la liste électorale. Le deuxième aspect, c'est la mise à jour des données personnelles de ceux qui sont déjà sur la liste électorale. Moi, je m'appelle Coulibaly. Je décide d'adjoindre à mon nom Cubière. Je vais saisir le juge. Le juge procède à l'adjonction de mon nom Cubière à Coulibaly. Ça fait Coulibaly Cubière Ibrahim. Or, au moment où je m'inscrivais sur la liste électorale, je me suis inscrit sous le patronyme Coulibaly simplement. Avec cette nouvelle décision du juge
en joignant à mon nom le nom Cubière, je peux demander à la commission de mettre à jour mon nom pour que celui-ci porte désormais le nom Coulibaly Cubière. Donc la révision est cette occasion, tout comme les femmes mariées. Une femme qui s'est inscrite sur la liste électorale sous le nom de jeune fille peut, entre-temps, parce que devenue mariée, demander à la commission, à la faveur de la révision de la liste électorale, à mettre ce nouvel état dans sa situation matrimoniale ou maritale que la commission électorale devait inscrire sur la liste électorale désormais son nom de femme mariée. Si elle s'appelait Madame Coulibaly, elle va s'appeler désormais Madame Coulibaly épouse tant pour tenir compte de son état marital. Et puis, il y a le cas des personnes qui ont cessé d'être des sujets de droit. C'est-à-dire... Avant d'y arriver, il y a aussi les femmes qui sont divorcées. Est-ce que le nom reste? Elles veulent changer, par exemple, parce qu'elle n'est plus Madame X. Mais c'est elle qui le voit. En principe, quand vous divorcez, vous cessez de porter le nom de votre époux. Mais exceptionnellement, vous pouvez demander à porter le nom de votre époux par décision de justice. Alors, si vous voulez changer, vous venez vous changer. Vous demandez à la commission électorale indépendante. Quand je m'inscrivais sur la liste électorale, j'étais Madame Tan. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, je ne suis plus Madame Tan. Je souhaiterais revenir sur mon nom de jeune fille. Il n'y a pas de problème. Il suffit de rapporter la preuve de la décision qui atteste du nouvel état. Donc, la décision du divorce. Alors, donc, je reviens au cas de celui qui cesse d'être un sujet de droit. Le sujet de droit, c'est celui qui est vivant. Quand vous cessez d'être un sujet de droit, vous êtes décédé. Or, l'élection ne concerne que les personnes qui sont vivantes. Alors, ce faisant, on va vous radier de la liste électorale parce que décédé. C'est pour cette raison qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, la commission électorale adresse un courrier au ministère de l'administration du territoire qui est le premier responsable des officiers de l'état civil devant lesquels on vient déclarer les décès. Pour que, à son tour, on mette à la disposition de la commission électorale le nombre de citoyens décédés pour qu'on puisse les retirer de la liste électorale. Justement, sur ça, il y a beaucoup de questions. On vous reproche d'ailleurs d'avoir su la liste électorale des personnes décédées que vous n'avez pas anticipées. On ne comprend pas très bien pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Vous savez, c'est un droit de s'inscrire sur la liste électorale. Mais quand vous voulez enlever quelqu'un de la liste électorale, vous le privez de ses droits civils et politiques. Mais il est plus vivant. Voilà, il faut que vous ayez la preuve. Parce que c'est un acte grave que de radier quelqu'un de la liste électorale. Parce que le droit de voter est un droit fondamental. Alors donc, quand vous voulez radier quelqu'un de la liste électorale, il faut que vous ayez la preuve de ce que la personne mérite d'être radiée de la liste électorale. Et qui doit avoir la preuve? C'est vous qui la faites? C'est vous qui le cherchez? C'est nous. Nous, d'abord, on recherche la preuve auprès du ministère qui est en charge de l'état civil devant lequel, bien entendu, on fait la déclaration de décès. Et puis, toute personne peut venir demander la radiation de quelqu'un qui est décédé en produisant, bien entendu, un acte de décès. Voyez-vous, je l'ai dit plus d'une fois dans les émissions passées, il y a quelqu'un qui nous a dit que le président Dibi est décédé et son nom est encore sur la liste électorale. Mais Charles Kofi Dibi, quand nous sommes partis sur sa page, il y a 17 personnes qui portent le même nom que lui. Quand vous dites sur sa page, vous parlez de la liste électorale? Oui, sur la liste électorale. Voyez-vous, 17 personnes qui portent le même nom que lui. Mais nous n'avons pas les éléments d'identification du président Charles Dibi. Voilà pourquoi... Qui ne sont pas nés peut-être le même jour, le même mois ou encore la même année. Mais comme on n'a pas d'éléments d'identification précis concernant le défunt, on est en droit d'attendre qu'on nous produise un document. Voilà pourquoi nous écrivons au ministère de l'administration du territoire, devant lequel tous les décès sont portés, de nous donner la liste de toutes les personnes qui sont décédées. Bien, ça c'est le cas de ceux qui sont des personnes décédées. Il y a le quatrième cas, les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Parce que le code électoral dit que pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut jouir de ses droits civils et politiques. Quand vous n'avez plus ce droit, à la suite d'une décision de justice vous condamnant, vous privant de ses droits civils et politiques, nous avons pour obligation de vous radier de la liste électorale. Mais pour le faire, nous nous assurons auprès du ministère de la Justice que ces décisions sont devenues définitives. Donc nous écrivons au ministère de la Justice pour lui dire, nous allons faire la révision de la liste électorale
les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques à la suite d'une décision de justice ne doivent plus figurer sur la liste électorale. Donc nous vous prions, vous qui avez l'appareil qui prive les citoyens à la suite d'une infraction commise de leurs droits civils et politiques, de nous donner la liste des personnes qui remplissent ces conditions-là, c'est-à-dire les personnes qui ne jouissent plus de leurs droits civils et politiques. Ce faisant, quand on a automatiquement cette liste-là, nous procédons à la radiation. Voilà donc les différentes occasions qu'offre ici la révision de la liste électorale. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qui peuvent nous poser leurs questions en scannant juste le code QR sur l'écran. Et justement, Moustapha nous a envoyé une question sur la justice parce qu'il dit « Est-ce qu'un ex-prisonnier peut s'inscrire sur la liste électorale ?» Mais bien sûr, si l'ex-prisonnier n'est pas privé de ses droits civils et politiques, il vient s'inscrire sur la liste électorale. Ce n'est pas dans tous les cas que vous êtes privé de vos droits civils et politiques. Il y a des cas où la privation des droits civils et politiques est automatique. Cela dépend de la nature de l'infraction. Il y a des cas où il faut que le juge prononce la privation des droits civils et politiques. Mais dans tous les cas, la commission n'a pas vocation à parler de ces aspects-là. Il faut retenir tout simplement que quand nous, on a une décision de justice attestant de ce qu'une personne est déchue de ses droits civils et politiques, nous en tirons les conséquences. Maintenant, les subtilités juridiques qui font que vous êtes privé de vos droits ou non, bon, ben ça, peut-être c'est le magistrat qui parle, mais je ne suis pas ici en tant que magistrat, je suis ici en tant que le président de la commission électorale indépendante en charge de l'organisation des élections. Alors, Monsieur le Président, il y a un potentiel de 5 millions de personnes qu'on peut inscrire sur la liste électorale. Donc, vous estimez à environ 12 millions ceux qui peuvent être sur la liste électorale. On a 7,5 millions. Alors, pourquoi ce gap est si grand? Pourquoi? Bon, moi, vous n'arrivez pas à les toucher? Non, si, c'est l'intérêt. Vous savez, généralement, ça c'est le propre un peu de nos parents. Tous s'intéressent à la matière électorale qu'à l'occasion des élections. Personne ne juge utile de venir s'inscrire sur la liste électorale en dehors de la période électorale. Voyez-vous, quand on approche la population, puis on leur dit « Venez vous inscrire sur la liste électorale », ils nous demandent « Mais est-ce qu'il y a élection ?» Parce que pour eux, immédiatement, quand on s'inscrit, il faut qu'on vote. Mais Monsieur le Président, peut-être parce que vous aussi, la loi vous fait obligation de le faire chaque année. Oui. Mais on a l'impression que vous le faites aussi à la veille des élections, comme maintenant, l'année prochaine, mais 2023, élection locale. Il n'y a pas d'élection en 2022. Mais en 2023, il y a élection. C'est à la veille de l'élection. Non. Et pourquoi d'ailleurs vous ne respectez pas vous savez, ça calendrier annuel? Cela dépend de l'engouement de la population. Parce que n'oubliez pas que la révision de la liste électorale coûte cher. Et quand on ne sent pas un engouement de la part de la population, automatiquement, on est obligé d'attendre 1 ou 2 années pour organiser la révision de la liste. Ça coûte cher, vous n'avez pas l'argent? Non, pas qu'on n'ait pas l'argent, mais c'est justement le bon usage de l'argent. On aurait bien voulu le faire chaque année. On peut le faire chaque année. Mais la loi vous oblige à le faire. Mais oui, mais la loi nous oblige aussi à apprécier l'exécution de notre budget. Parce que quand la population n'est pas concernée, quand la population ne se sent pas intéressée, vous voyez, on ne va pas aller mettre des équipes sur toute l'étendue du territoire et puis s'entendre dire que c'est 2 ou 3 personnes qui sont venues se faire inscrire sur la liste électorale. Voilà pourquoi nous procédons à la sensibilisation. Qu'est-ce qui est prévu justement pour cette fois, pour que tout le monde vraiment vienne, bon, que l'objectif de 2 millions soit atteint? Même au-delà de 2 millions, parce qu'en réalité, le gap, c'est 5 millions. Mais nous osons croire qu'on va dépasser 2 millions, 3 millions. On aurait même voulu avoir les 5 millions. Si, bien entendu, les Ivoiriens décident de venir s'inscrire sur la liste électorale. Voilà pourquoi je suis sur votre plateau pour sensibiliser la population à venir s'inscrire sur la liste électorale. Nous avons donné près de 70 accréditations aux organisations de la société civile, à l'effet pour celles-ci d'aller par Mont et par Vaux informer, sensibiliser nos parents à venir s'inscrire sur la liste électorale et montrer l'intérêt de l'inscription sur la liste électorale. Voyez-vous, il faut faire le lien entre l'inscription et le développement. Parce que généralement, la population a l'impression que l'élection ne concerne que les candidats. Ils ne savent même pas que l'élection est faite pour eux-mêmes. Parce que l'élection permet aux citoyens de choisir celui qu'ils considèrent être à même de résoudre leurs problèmes. Donc, ce faisant, l'élection intéresse aussi bien la population que les candidats, mais plus la population. Donc, c'est cet intérêt que nous démontrons à la population pour que celle-ci se sente intéressée à venir s'inscrire sur la liste électorale. Alors, et nous le faisons vraiment avec
toute la population, les organisations de la société civile, l'installation sur les campus, dans les grandes écoles, des centres d'information, des guichets d'information permettant à la jeunesse de venir écouter, de venir s'informer. Et voyez-vous, aujourd'hui, par exemple, nous avons rencontré les partis politiques. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Donc, comment et où se rendre pour procéder à son enrôlement? Parce qu'en fait, pour les nouveaux majeurs, on ne dira pas peut-être comme ça, pour ceux qui ont l'âge depuis, mais qui ne se sont jamais intéressés à l'enrôlement. Donc, comment et où se rendre pour le faire? Alors, d'abord, il est bon de préciser que la révision de la liste électorale se fait du 19 au 10 décembre, 19 novembre au 10 décembre. Où ça se passe? Mais ça se passe sur toute l'étendue du territoire. On a fait de sorte que les centres d'enrôlement correspondent plus ou moins au bureau de vote, pour permettre ainsi à la population d'être plus proche des centres d'enrôlement et faciliter leur enrôlement sur la liste électorale. Alors, quels sont les documents qu'il faut pour s'inscrire sur la liste électorale? Il faut déjà avoir 18 ans. Et le document, c'est la carte nationale d'identité, attestant de ce que vous êtes ivoirien, vous avez plus de 18 ans, et puis vous jouissez de vos droits civils et politiques. Si vous n'avez pas la carte nationale d'identité, faites tout pour avoir une attestation d'identité. Si vous n'avez pas l'attestation d'identité, faites tout pour avoir un récépissé de l'ONESI, justifiant que vous avez déposé un dossier à l'ONESI à l'effet pour vous d'avoir une carte nationale d'identité. Si vous n'avez pas un récépissé, faites tout pour avoir quand même un certificat de nationalité. Ensemble et de concert avec le gouvernement, aujourd'hui, le gouvernement a permis, pour faciliter l'inscription massive des citoyens sur la liste électorale, a donc permis l'octroi ou la délivrance des certificats de nationalité moyennant la somme de 1 000 francs. Ce qui était 4 000 francs, c'est revenu à 1 000 francs et sans timbre, pour faciliter à la population à venir s'inscrire sur la liste électorale. Voyez-vous, tout ceci pour permettre à la population de ne pas avoir d'obstacles sur le chemin de l'inscription sur la liste électorale. Alors, c'est comme ça que ça va se faire. Si vous n'avez pas de carte nationale d'identité, ce n'est pas un problème. Si vous n'avez pas d'attestation d'identité, ce n'est pas un problème. Si vous n'avez pas de récépissé, ce n'est pas non plus un problème. Faites tout pour avoir au moins un certificat de nationalité qui est délivré dans les juridictions. Et vous venez tranquillement vous inscrire sur la liste électorale. Avec ce seul document. Avec ce seul document. Voyez-vous? Donc, tout ceci pour faciliter la tâche aux citoyens à venir s'inscrire sur la liste électorale. Et vous pouvez le faire partout, sur toute l'étendue du territoire. Mais il est bon de préciser. À l'étranger. Et à l'étranger. Nous avons 50 civils dans 21 pays du monde entier où on a ouvert nos guichets permettant à nos compatriotes de venir s'inscrire. On peut peut-être en citer, M. le Président. On peut peut-être en citer à l'étranger. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, un peu les États-Unis, un peu partout. Un peu partout. Et en Afrique aussi. Mais au niveau de l'étranger, il est demandé aux citoyens, en plus de la carte nationale d'identité, s'il a la carte nationale d'identité, il n'y a pas de problème, il peut s'inscrire. À défaut d'avoir la carte nationale d'identité, il faut qu'il ait la carte consulaire. Parce que le code électoral prescrit qu'il faut que le citoyen s'immatricule dans le registre consulaire de l'État où il est, pour permettre à l'ambassade de savoir qu'on a un compatriote qui est là. Donc il faut être inscrit dans les registres consulaires. C'est ce qui vous autorise à avoir la carte consulaire. Parce que sinon, dites-moi, entre vous et puis celui qui se trouve en France, quelle est la différence? Mais c'est la carte consulaire. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas la carte consulaire, mais lui qui est à l'étranger, pour prouver qu'il est à l'étranger en France, il faut qu'il produise la carte consulaire. Ou à défaut, le passeport biométrique. Voilà les pièces qu'il faut pour s'inscrire sur la liste électorale. Justement, on a reçu une question de Mme Ouattara qui dit: est-ce que c'est possible de s'inscrire sur la liste électorale avec l'ancienne CNI? Ben oui, bien sûr. On peut s'inscrire avec tout élément d'identification. Et si vous voyez qu'il l'ancienne CNI, il faut le rappeler, n'est plus valable. Mais si, pourquoi? La CNI orange, mais non, l'ancienne CNI orange n'est plus valable. Ça, c'est pas de ça. C'est sa question. Oui, mais l'ancienne CNI orange n'est pas valable. Vous ne pouvez pas vous inscrire avec l'ancienne CNI orange. Maintenant, si vous n'avez pas l'ancienne CNI, mais faites tout pour vous faire délivrer un certificat de nationalité. C'est plus simple. Voilà, c'est plus simple. Vous venez avec un certificat de nationalité pour vous inscrire sur la liste électorale. Et puisqu'on parlait des changements de données personnelles, on a reçu une question de Daouda qui demandait si c'était possible de changer sa photo de profil. Je pense qu'il parle de la photo dans vos fichiers. Non, vous ne pouvez pas le faire tant que vous pouvez être identifié. Ce n'est pas une occasion de poser.
Vous pensez bien avec moi. Parce que le changement de lieu de vote ne donne pas la possibilité de remettre en cause les données biométriques qui ont été déjà prises depuis la première inscription. Si vous êtes inscrit pour la première fois, vous renseignez 2 bases de données. Il y a les données alphanumériques, votre nom, votre prénom, votre filiation, etc. Et puis la base de données alphanumérique, c'est-à-dire vos différents, comment on appelle ça, biométrique, c'est-à-dire votre photo et puis vos différentes empreintes. Voilà ce qu'on prend. Alors, tant qu'on peut vous identifier là-dessus, même si la photo ne vous plaît pas, c'est cette photo qui prévaut. La révision n'est pas l'occasion de venir refaire sa photo. La révision de la liste électorale, c'est d'actualiser les données pour vous identifier. Tant qu'on peut vous identifier, votre faciès est à la télévision, on peut vous identifier, il n'est point besoin de le changer. Mais justement, voici une question de Smaro sur cela. Puisqu'il s'agit d'identification, il ne comprend pas pourquoi alors, même si la pièce a expiré, on ne puisse pas se faire identifier ou se faire enrôler avec. Et laquelle pièce CNI, par exemple. Mais on peut s'inscrire sur la CNI, mais il faut que cette CNI soit valable. Soit en cours de validité, c'est ce que le décret dit. Mais si ce n'est pas en cours de validité, vous ne pouvez pas vous inscrire sur la liste électorale. C'est quand même la loi qui le dit. Mais est-ce que pour cette opération, Monsieur le Président, oui, il y a eu des dispositions particulières? Vous avez parlé du certificat de résidence ou certificat de nationalité. Est-ce que je parle de dispositions particulières? Je veux dire, est-ce que c'est gratuit, par exemple? Mais oui. Alors, toute l'opération de la révision de la liste électorale est gratuite. Aucun document n'est payant. Je vous l'ai dit, aucun document n'est payant dans le cadre de la révision de la liste électorale. Voyez-vous? Alors, pour ceux qui veulent changer de lieu de vote, comme je l'ai dit, moi, par ma fonction, je suis affecté à Makori. Je suis à Cocody, je suis affecté à Makori où je vais désormais résider. Ce qu'on me demande à l'occasion de la révision de la liste électorale, c'est la preuve de ce que je réside à Makori. Je fais tout pour avoir une attestation de résidence, domicile, ou bien une attestation de résidence fiscale. C'est ce document qu'on va me demander. Et ce document, c'est la commission électorale indépendante qui le met à la disposition des structures habilitées, c'est-à-dire le commissariat et les sous-préfectures. Rien n'est payant. Et ce n'est pas nous qui délivrons le certificat de nationalité. Le certificat de nationalité est délivré par les juridictions. C'est là-bas qu'on paye 1000 francs. Mais quand vous êtes détenteur du certificat de nationalité, vous venez maintenant devant nos guichets où vous ne payez rien du début jusqu'à la fin. Voilà. Alors, il y a une question de Malik qui estime qu'il est inscrit sur la liste électorale, mais aujourd'hui ne retrouve plus sa carte d'électeur. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas ce qu'il doit faire. Et qu'il fasse tout pour chercher la carte d'électeur, mais s'il ne l'a pas, ce n'est pas grave. Il vient avec sa carte nationale d'identité. Quand il vient avec sa carte nationale d'identité, on a un instrument qu'on appelle la tablette biométrique. Immédiatement, il met, parce qu'à l'occasion de son inscription pour la première fois, on a renseigné ces données-là. Je l'ai dit tout à l'heure, vous renseignez 2 bases de données, celle alphanumérique, dite alphanumérique, et celle biométrique. C'est-à-dire, on va prendre les 10 empreintes de vos doigts, qui sont uniques à vous, et puis votre photo. Donc, quand vous avez perdu votre carte d'électeur et que vous venez avec la carte d'identité, on vous demande d'apposer votre doigt sur la machine, automatiquement, votre visage sort. Systématiquement, votre visage sort, et puis vous votez, et puis vous partez. On a évolué. D'accord. Alors, on note avec vous également. La situation est peut-être différente au niveau des villages, là où peut-être il faut parcourir plusieurs kilomètres. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour que les populations restent sur place et arrivent à se faire enrôler plus facilement? Mais oui, on a mis tout en place pour permettre à la population de participer, surtout la population rurale. On a des équipes fixes et on a des équipes mobiles. Les équipes fixes sont au nombre de 4100 et les équipes mobiles sont au nombre de 2800. Alors, ces équipes mobiles, de concert avec le corps préfectoral, nous disent à quel moment les populations nous attendent. Et dès qu'on s'accorde avec la population, puisque au regard des activités agricoles, cette brave population va au champ, vous pensez bien que ce n'est pas pour des raisons d'inscription sur la liste électorale que nos populations vont renoncer à leurs activités habituelles. Donc, on attend, on s'accorde avec elles d'un jour, sur un jour et un lieu pour venir les enrôler. Et c'est ce qui justifie la présence des équipes, comme on appelle les équipes itinérantes, qui vont passer de village en village pour ratisser tous ceux qui n'ont pas pu le faire avec les équipes fixes.
Donc, pour dire qu'il faut tout faire pour être intéressé à la révision de la liste électorale parce qu'on met tous les moyens pour capter ceux qui ne sont pas encore sur la liste électorale. Oui, justement, parmi ceux-là, il y a les nouveaux majeurs qui sont certainement les plus nombreux. Oui. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour ceux-là seulement qu'il prend pour les avoir au maximum? Oui, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, on a mis en place des guichets qu'on appelle les guichets d'information sur les campus où on tient à leur disposition toutes les informations les invitant à venir s'inscrire sur la liste électorale. C'est quoi la liste électorale qui est un document administratif où le citoyen vient s'inscrire pour avoir sa carte d'électeur. On leur dit comment la révision de la liste électorale se fait, les différentes étapes de la révision de la liste électorale, les lieux de vote, les lieux d'enrôlement. Et tout ceci, on leur donne à travers ce guichet d'information qui est positionné sur tous les campus, dans les grandes écoles, etc. Pour permettre à cette jeunesse-là, bien entendu, vous savez, les jeunes aiment bien les stands animés, donc on fait de sorte que ça soit animé pour les attirer, à l'effet pour eux de s'imprégner en s'amusant des réalités de la révision de la liste électorale. Parlons spécifiquement cette fois de l'enrôlement en ligne. Oui. Quel est le début du processus jusqu'à la fin? Alors, l'enrôlement en ligne est le même enrôlement que l'enrôlement physique. La seule différence, c'est que vous ne vous déplacez pas. L'enrôlement en ligne ne concerne que ceux qui veulent changer de lieu de vote. Vous savez, quand la révision commence, je vous ai dit tout à l'heure que ça intéresse plusieurs catégories de personnes. Ceux qui viennent s'inscrire pour la première fois, ceux qui viennent actualiser leurs données, ceux qui viennent changer de lieu de vote, ceux qui ont radé de la liste parce que ne jouissant plus de leurs droits civils et politiques ou n'étant plus des sujets de droit, etc. Donc, pour éviter l'engorgement de nos guichets, on a mis en place ce qu'on appelle l'enrôlement en ligne. L'enrôlement en ligne ne concerne que ceux qui veulent changer de lieu de vote. C'est-à-dire, il faut avoir un téléphone. Ensuite, une carte d'électeur et le motif justifiant votre changement de lieu de vote, c'est-à-dire votre attestation de résidence ou bien de domicile ou bien l'attestation de résidence fiscale. Voilà ce qu'il faut avoir. Vous le scannez et automatiquement, on vous donne, comme on appelle votre récépissé, votre coupon attestant de ce que vous vous êtes fait enrôler. Alors, il se trouve que des petits malins sont rentrés dans notre système et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les attestations, ils font tout pour obtenir la signature d'un commissaire et ils le photocopient et ils le remplissent. Mais ils oublient que les imprimés là contiennent des informations, des garanties permettant d'authentifier les dits documents. Nous en avons déjà détecté. Mais c'est l'occasion que vous me donnez ici, que vous m'offrez. Monsieur le Président, ce que vous dites est grave. C'est aussi facile que ça, d'introduire dans votre système aussi facilement, d'avoir les signatures? Mais si je vous en parle, c'est parce que ce n'est pas facile, justement, puisqu'on les a appréhendés. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, je ne vous aurais même pas parlé de ça. Mais c'est parce que, justement, on leur a dit, et je profite de votre micro pour dire à ces gens que ce n'est pas de l'amusement. C'est la phase, à l'heure actuelle, pacifique. Parce qu'il est de notre devoir de sensibiliser la population à venir s'inscrire sur la liste électorale. Mais pas à tous les prix. Ceux qui ne méritent pas d'être sur la liste électorale, de quelque manière que ce soit, quand ils viennent corrompre la procédure d'inscription sur la liste électorale, ils vont trouver la loi devant eux. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils photocopient les attestations. Dès qu'ils obtiennent la signature du commissaire, ils photocopient et ils viennent avec une seule attestation. Ils font enrôler une centaine de personnes. Mais malheureusement pour eux, chaque attestation ne contient qu'un seul QR code pour chaque pétitionnaire. Alors si 100 pétitionnaires se retrouvent être sur la même attestation, évidemment le faux est découvert. Donc les machines les rejettent. Donc ces personnes sont censées ne même pas avoir changé de lieu de vote. Je ne parle pas des gens qui viennent s'inscrire pour la première fois. Je dis bien, ce sont ceux qui veulent changer de lieu de vote. Donc, pour lutter contre la transhumance, nous avons inséré dans tous les documents, ce ne sont pas les attestations habituelles qu'on trouve dans les commissariats. Ce sont des attestations que nous, la commission électorale, fabriquons avec toutes les garanties à l'intérieur de ces documents, qui sont un concentré d'électronique et qui permettent donc d'identifier ceux qui ne méritent pas de changer de lieu de vote parce qu'ils n'ont pas la preuve de leur changement de lieu de vote. Donc, l'enrôlement en ligne ne concerne que les personnes qui veulent changer de lieu de vote. Donc, ils ont un téléphone, ils ont leur carte d'électeur et ils ont la preuve du lieu où ils veulent partir, pour la preuve de leur résidence, de leur domicile ou de leur attestation fiscale.
c'est en ce moment qu'ils se font enrôler automatiquement en ligne. Mais je préviens qu'il y a bien des petits malins qui utilisent de faux documents pour venir, mais malheureusement pour eux, ils sont détectés. Donc vous nous rassurez en fait à travers cette question, vous nous rassurez que c'est un système fiable, sécurisé. Ah oui, parce que l'élection, le principe de l'élection, c'est la sincérité du scrutin. Mais cette sincérité s'obtient entre la concordance entre ce que le peuple veut et ce qui est proclamé comme résultat. C'est tout le sens de l'élection. S'il y a un déphasage entre ce qui est voulu par le peuple et ce qui est proclamé, à sa force les données démocratiques. Voilà pourquoi ne peuvent s'inscrire sur la liste électorale ceux qui ont 18 ans, ivoiriens, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant frappés d'aucune incapacité. Et nous assurons que c'est ceux-là qui sont concernés par la révision de la liste électorale. Alors, Monsieur le Président, je vous l'avais dit tout à l'heure, le code QR est là, vous pouvez poser vos questions, mais je rappelle également qu'on peut revenir sur des questions déjà posées, un peu comme cette question de Coulibaly Ouonlo qui demande « j'ai changé de ville, je suis plus à Abidjan, je suis à l'intérieur, comment je fais pour changer de ville ?» Vous avez déjà répondu à la question, mais vous pouvez revenir dessus peut-être pour la dernière fois, sur comment ça se passe quand on change de ville pour l'enrôlement ou changer ses données. Alors, quand vous changez de ville et que vous êtes parti dans la nouvelle ville, vous y résidez. Et ce faisant, il faut tout simplement avoir la liste, comme on appelle ça, il faut avoir la preuve de votre résidence dans ce nouveau lieu où vous partez. Donc, si vous voulez changer de lieu, il faut rapporter la preuve que le nouveau lieu où vous partez là, vous y résidez, ou bien vous y êtes domicilié, ou bien vous payez l'impôt dans cette ville-là. C'est comme ça que ça se fait. Il faut rapporter la preuve de votre domiciliation, de votre résidence ou du paiement de vos impôts dans cette ville-là. C'est ça qui justifie donc, comme on appelle, le changement des lieux. Si vous n'avez pas ces éléments, vous ne pouvez pas changer de lieu de vote. Est-ce que ceux qui sont naturalisés, c'est la question que nous venons de recevoir de Hamidou, ceux qui sont naturalisés, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire sur la liste électorale et comment faire? Non, ceux qui sont naturalisés ont un délai à respecter, il y a un délai de stage à respecter. Si vous voulez vous inscrire sur la liste électorale, dès que vous êtes naturalisé à partir de votre décret de naturalisation, vous attendez 5 ans. Vous pouvez être inscrit sur la liste électorale et pour être candidat, vous attendez 10 ans. Donc, ceux qui sont naturalisés doivent attendre le délai de stage qui est de 5 ans. Voilà. Donc, qu'en est-il des personnes vivant à l'étranger et qui ont égaré leurs documents administratifs? Ben, ça dépend. Les personnes qui sont à l'étranger, qui ont égaré leurs documents administratifs, il faut distinguer selon qu'ils sont déjà sur la liste électorale ou ils ne le sont pas. S'ils sont déjà sur la liste électorale, comme je l'ai dit, il y a une tablette qui permet d'identifier immédiatement que vous êtes sur la liste électorale. Et dès lors, on vous délivre un duplicateur de votre carte d'électeur pour que vous puissiez voter. Oui, je pense que pour le cas de Koné, par exemple, qui a posé la question, je pense qu'il n'est pas encore inscrit, j'imagine, oui. Dans ce cas, comment ça se passe? Alors, si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, mais je vous ai dit, à défaut d'avoir la carte nationale d'identité, faites tout pour avoir la carte consulaire. Ou à défaut d'avoir le passeport biométrique. Mais on ne va pas venir s'inscrire sur la liste électorale sans document, tout de même. Il faut avoir un document. Vous avez perdu un document, mais allez à l'ambassade pour vous faire délivrer un document attestant de votre identité. Parce que quand vous venez, le code électoral prescrit qu'en venant s'inscrire sur la liste électorale, il est fait obligation à la commission électorale d'identifier dans son intégralité l'électeur qui vient s'inscrire. Mais comment nous, on peut vous identifier si vous venez sans document? Voilà pourquoi, pour faciliter la tâche, on vous dit, venez avec votre carte nationale d'identité. Si vous ne l'avez pas, venez avec la carte consulaire. Si vous ne l'avez pas, venez avec le passeport biométrique. Alors, je voudrais préciser ceci, que la carte nationale d'identité, établie après 2012, demeure encore valable. Ah oui, parce qu'on avait reçu une question. Voilà, là-dessus. c'est ça. Je pense que c'était Soumaoro. Voilà, c'est ça. Donc, les cartes nationales d'identité établies après 2012 demeurent valables. Leur durée de validité n'a pas encore expiré. Voilà. Et c'est pour cette raison que je dis, vous pouvez venir avec la carte nationale d'identité valable, ce qui est en cours de validité. Mais les cartes nationales d'identité qui ne sont plus en cours de validité, vous ne pouvez pas venir avec elles. Ce sont les cartes nationales d'identité qui sont en cours de validité, qui peuvent être reçues pour vous permettre de vous inscrire sur la liste électorale. Et il s'agit ici des cartes nationales d'identité qui ont été établies dans les 2012. À partir de 2012, c'est valable. D'accord, donc on peut dire que le processus est en cours. Et puis la dernière question sur le tour, sur notre tablette, c'est Coulibaly qui disait que les documents étaient gratuits, notamment au commissariat. C'est ce qu'il a appris. Il demande au président de la CEI si c'est vrai. Oui, les documents sont gratuits, aussi bien à la sous-préfecture que dans le commissariat. Pour aller faire, bien entendu,
l'attestation de résidence, l'attestation de domicile, et puis dans les administrations fiscales, l'attestation de résidence fiscale. Tout est gratuit. Mais si vous partez faire une attestation de résidence autre qu'une attestation servant à vous inscrire sur la liste électorale, ça c'est payant. Mais ça n'a rien à voir avec l'identification. Donc ça n'a rien à voir avec l'enrôlement sur la liste électorale. Oui, bien entendu. Parce que nos attestations sont délivrées par les soins de la Commission électorale indépendante. Voilà. Ce ne sont pas d'autres attestations, ce sont les attestations de la Commission électorale indépendante. Et celles-ci ne servent que dans le cadre de la révision de la liste électorale. Et c'est gratuit. Monsieur le Président, depuis le 19 novembre, l'opération a commencé samedi dernier. Oui. À ce jour, il y a quand même quelques jours qui sont passés. Comment ça se passe véritablement sur le terrain? Y a-t-il de l'engouement? Quels sont les premiers retours que vous avez? Mais moi, je suis très heureux. Il y a de l'engouement. Il y a de l'engouement. Nous sommes en train de demander à nos imprimeurs de continuer d'imprimer tous les documents permettant l'inscription sur la liste électorale parce que ça se bouscule dans nos guichets. Voilà. Nous sommes très heureux et on souhaiterait que ça continue comme ça jusqu'au 10 décembre. Voilà. La population semble être intéressée et les partis politiques le sont également. D'ailleurs, vous l'avez vu dans certains de vos éléments où chaque parti politique donne des ordres à la population à venir s'inscrire sur la liste électorale, ce qui augure des lendemains meilleurs pour nous. Et vous pensez que vous pouvez atteindre l'objectif de 2 millions un peu plus. De nouveaux inscrits? Peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Si le rythme continue, on monte en puissance, mais un peu plus. Un peu plus. D'accord. Et c'est possible peut-être d'aller à un autre report, une prorogation de l'opération? Commençons déjà. Commençons déjà. Le délai qu'on s'est fixé, si on constate qu'il y a un engouement, on avisera. À chaque jour suffit sa peine. Pour le moment, on sent un engouement. Peut-être qu'on va absorber parce que, figurez-vous, si on enrôle par jour 30 personnes avec toutes les équipes qui sont sur toute l'étendue du territoire, mais je pense qu'on peut faire beaucoup. On peut faire beaucoup. On a parlé tout à l'heure du besoin d'identification. Ça veut dire qu'il y a un opérateur ou alors une entité de l'État en plus de vous. Quelle est la part exactement de l'ONESI dans cette opération? En réalité, l'ONESI n'a rien à voir dans le processus de la révision de la liste électorale. Dit comme ça, je crois que c'est conforme à la loi. Parce que c'est la commission électorale indépendante qui est en charge de l'organisation des élections. Sauf que l'ONESI délivre aux citoyens les documents dont ils doivent se servir pour s'inscrire sur la liste électorale. D'où la part de coopération avec l'ONESI. Sinon, en réalité, l'ONESI n'a rien à voir dans la révision de la liste électorale. Mais c'est l'ONESI qui délivre à nos concitoyens le document qui permet de s'inscrire, enfin, l'un des documents qui permet de s'inscrire sur la liste électorale. Parce que ce n'est pas à l'ONESI de délivrer, comme on appelle un certificat de nationalité. Ça ressortit à la compétence de la justice. Non, on se dirait aussi que l'ONESI pouvait, par exemple, faire une opération spéciale d'identification pour que ça aille peut-être beaucoup plus vite, en se préparant comme vous aussi. Mais c'est ce que l'ONESI fait. Et c'est pour cette raison, à défaut d'avoir la carte nationale d'identité, on autorise le citoyen à tout faire pour avoir au moins une attestation d'identité ou à défaut un récépissé. Voyez-vous. Et l'ONESI s'organise mieux. Voyez-vous, en principe, une attestation ou bien un récépissé ne devait pas porter une photo. Mais l'ONESI fait tout pour que le récépissé porte une photo sans être une carte nationale d'identité, mais tous les éléments d'identification du citoyen qui est pétitionnaire devant l'ONESI se trouvent sur ce document, sur ce récépissé, permettant ainsi de l'utiliser dans le cadre de la révision. Ce sont aussi les moyens que l'ONESI met à la disposition de la population de pouvoir participer à la révision de la liste électorale. Et c'est à saluer. Alors, la révision de la liste électorale, c'est un processus. Oui. Quand vous avez recueilli les données, qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, quand on a recueilli les données, vous savez, le processus de la révision de la liste électorale comprend 6 grandes étapes. La première, c'est celle de la collecte des données, qui consiste donc à renseigner les données biométriques et les données alphanumériques. Mais quand on a fini, et c'est d'ailleurs pour cette raison, nous disons que la révision est l'occasion pour nous de faire un audit de la liste électorale. Nous avons des agents qui sont dans nos guichets, lesquels agents nous permettent d'apprécier si le pétitionnaire qui arrive remplit les conditions. Et quand on a pris donc toutes les données, on va les traiter à la deuxième étape. La deuxième étape va consister à vérifier si les données collectées ne contiennent pas d'erreur. On regarde les documents qui ont été fournis, on regarde ce qui a été rempli dans les formulaires et on essaie de corriger, on essaie de rectifier ce qui n'est pas conforme à la loi. Alors, quand on a fini de faire cela, on procède à la publication de la liste. On produit et on publie la liste provisoire
Pour dire quoi? Nous sommes venus du 19 novembre au 10 décembre collecter les données. Nous les avons traitées. Nous avons généré une liste électorale provisoire. Venez voir si vous êtes inscrit sur la liste électorale. Si vous êtes inscrit dans le lieu que vous avez souhaité. Si les personnes que vous considérez n'étant pas aptes à exister sur la liste électorale n'y figurent pas. Ainsi de suite. Donc, la publication est l'occasion pour le citoyen, pour les partis politiques, pour toute personne, à vérifier si ce qui est sur la liste électorale est conforme aux données. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez deux possibilités. C'est ce qu'on appelle le contentieux, qui est la 4e phase. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, mais monsieur de la CEI, je suis venu m'inscrire sur la liste électorale. J'étais déjà sur la liste électorale. J'étais à Cocody, je me suis retrouvé à Makori, sur le plan professionnel. Et j'ai souhaité donc voter à Makori. Je vous ai produit une attestation de résidence justifiant que je suis à Makori. Mais il se trouve que vous m'avez toujours gardé à Cocody. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites votre réclamation. C'est ce qu'on appelle le recours gracieux devant la commission électorale indépendante. La commission va regarder. Si vous aviez raison avec la preuve que vous faites, la commission fait droit à votre requête. Si vous n'avez pas raison, la commission rejette. Mais cette décision de rejet, si ça ne vous satisfait pas, il vous est loisible de saisir aussi les juridictions des droits communs pour dire « mais je suis parti devant la commission électorale indépendante et je lui ai demandé de me transférer à Makori où je réside désormais et j'ai produit à l'appui de ma requête une attestation de résidence. » Mais la commission n'a pas fait droit. La justice peut vous faire droit et automatiquement, la commission n'a pas un pouvoir d'appréciation. Automatiquement, la commission est obligée de faire droit à votre requête en tenant compte de la décision. Voyez-vous? Donc, le contentieux est la 4e étape pour expurger la liste de toutes les irrégularités. Ça va? Donc, nous avons la première étape qui consiste à collecter, la 2e étape pour traiter, la 3e étape pour afficher, la 4e étape pour le contentieux et la 5e étape, c'est de produire la liste définitive. Quand on a fini de produire la liste définitive, la 6e étape sera tout simplement de générer les cartes d'électeurs et de les distribuer dans tous les lieux de vote pour que les citoyens puissent les détenir pour participer au vote. Voilà les différentes étapes du processus. C'est vrai qu'on dit que la révision, c'est du 19 novembre au 10 décembre, mais le processus de la révision continue. On a 7 mois pour faire la révision de la liste électorale, mais c'est la collecte qui vous concerne, bien entendu, qui part du 19 novembre au 10 décembre. Mais en dehors de cela, la commission continue de travailler, à traiter, à afficher, à recevoir le contentieux, à produire la liste définitive et à produire les cartes d'électeurs qui constituent la finalité de la liste électorale. Toujours la possibilité de scanner le code QR et de nous envoyer vos questions. Koné nous pose un cas pratique. Monsieur le Président, il dit que quelqu'un est affecté dans une ville donnée, mais qui n'a pas encore pris fonction, mais il y sera, par exemple en 2023. Il n'y est pas encore allé. Est-ce que c'est possible par anticipation peut-être de s'inscrire par exemple dans la ville affectée avant le vote? Mais il suffit tout simplement qu'il détienne une attestation de résidence. Dès qu'il fait la preuve de l'attestation de résidence justifiant de ce qu'il est effectivement là-bas, il n'y a pas de souci. Il n'y est pas encore là, il est affecté, il prend fonction par exemple en janvier. Mais pourquoi il veut aller voter dans un lieu où il n'y est pas? Il est affecté. Oui, mais il n'y est pas encore. Oui. Mais, et si le vote ne l'a pas trouvé là-bas, mais pourquoi il veut aller voter dans un lieu où il n'y est pas? Mais c'est ça. Parce que si il le fait en prévision des élections, mais il faut qu'il ait un document attestant de ce que désormais, il peut prendre par exemple, parce que ça c'est un cas pratique, hein, mais moi je n'aime pas trop les cas d'école, parce que la commission électorale vit des cas pratiques. Alors si ce monsieur, il est affecté à Makori, et que c'est en 2023, il doit prendre fonction, et que c'est en 2023, les élections vont avoir lieu. Bon, là encore, on est à Abidjan. On peut prendre une ville de l'intérieur du pays. Mais par exemple, il va à Odiéné. Il est affecté à Odiéné. Il a une décision attestant de ce qu'il est affecté à Odiéné. Mais au moment où il va aller à Odiéné, on ne sera pas dans la période de la révision de la liste électorale. C'est ça l'intérêt de la question. C'est son inquiétude, oui. Voilà. Et l'élection locale va le trouver à Odiéné. Et comme il ne sera pas question pour lui de faire la révision en ce moment, il veut anticiper. Mais avec cette décision attestant de ce qu'il est affecté là-bas, il se rend au commissariat.
et il le donne au commissaire, mais bien évidemment, le commissaire va dire, ben oui, effectivement, il réside ici. Il va résider ici pendant la période, puisqu'il n'y a pas de raison qu'il ne réside ici. Il peut lui délivrer une attestation de résidence. Il n'y a pas de problème. Il y a Mariam qui est en France, elle vit à Nice, elle a fait la demande de la carte consulaire, mais depuis, elle n'a pas reçu. Son passeport aussi est périmé. Bon, si on a notre cas pratique, c'est compliqué d'avoir de documents. Elle fait comment? Mais c'est plusieurs documents qu'on vous demande. Si vous n'avez pas la carte d'identité, elle n'a pas sa carte d'identité? Elle n'a pas précisé. Ah ben voilà, il faut qu'elle précise si elle n'a pas la carte consulaire, parce qu'elle ne l'a pas encore, et son passeport biométrique est périmé, mais qu'elle fasse tout pour avoir la carte nationale d'identité ivoirienne. Celle qui est établie au-delà de 2012 est toujours valable. Vous imaginez? Donc elle n'a pas aussi la carte d'identité au-delà de 2012? Parce que la carte de 2012, au-delà de 2012, est valable. Qu'elle fasse tout pour avoir. Parce que j'ai même l'impression que les citoyens auraient bien voulu s'inscrire sur la liste électorale sans document. Mais comment nous on le fait? Comment nous on le fait? Et qu'est-ce qui prouve que le monsieur qui me parle en face est monsieur Coulibaly Kolo? Parce que le code électoral prescrit très bien que dans la colonne de l'identification, à l'occasion de l'inscription de la liste sur la liste électorale, il faut que vous donniez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, le sexe, votre filiation, la nationalité de votre papa, la nationalité de votre maman, votre profession, la profession de votre papa, la profession de votre maman. Voyez-vous? Mais comment moi je peux le savoir? Moi qui suis un agent enrôleur, comment je fais si vous ne me produisez rien? Même si l'État fait preuve de bonne foi, inciter la population à venir s'inscrire massivement, mais c'est quand même avec un minimum de documents. C'est ça. Alors on a Douglas qui nous dit, comment faites-vous pour régler les cas de doublons sur la liste électorale? Je pense que vous l'avez répondu, le contentieux. Oui. À l'occasion du traitement, dès qu'on a collecté les données, nous procédons au traitement des données. Bon, évidemment, on ne va pas dire ici tout ce qu'on fait pour sortir, pour expurger notre liste de tous ceux qui ne méritent pas d'être sur cette liste-là, parce que tout le monde nous écoute et tout le monde n'a pas des actions louables. On retient que c'est dans le contentieux. C'est dans le cadre du traitement que nous expurgeons la liste de tous les doublons. Alors, Sorosier demande est-ce que c'est possible, parce que la période semble trop courte pour la révision de la liste. Mais commençons déjà. Commençons déjà. Si on sent un engouement, on verra, on va aviser. On va voir avec le gouvernement si on peut proroger. Mais pour le moment, pour commencer, il faut commencer. On aura quand à peu près la liste définitive? 3 mois avant l'élection locale. C'est-à-dire, on va dire juillet par là. Juillet par là. D'accord, on va continuer de recevoir les questions via le code QR qui s'affiche sur l'écran. Il nous reste encore quelques minutes. Et Monsieur le Président, on ne peut pas vous avoir sur ce plateau sans parler de l'actualité. Justement, la deuxième partie est consacrée au vote de la loi sur la CEI. Monsieur le Président, qu'est-ce que ça dit exactement, cette modification de la loi 2001? Ce que je sais, c'est qu'il y a 2 membres qui intègrent la commission électorale indépendante. Ils sont les bienvenus. Il y a un du parti au pouvoir et un de l'opposition. Voilà tout ce que je sais de cette loi. Donc, nous passons de 16 à 18 pour ce qui est de la commission centrale et de 8 à 10 pour ce qui est des commissions locales. Voilà tout ce que je sais de cette loi. Oui, mais pourquoi l'opposition, notamment le PDCI-RDA, le PPACI aussi, on a entendu des éclats de voix qui estiment que ce n'était pas suffisamment équilibré. Quel est votre commentaire sur tout ce qu'on a entendu justement sur cette... Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur la loi. Je suis un arbitre. J'exécute ce que la loi me dit d'exécuter. Voilà, je ne suis pas faiseur de loi. Ceux qui sont habilités à faire la loi, on fait la loi. Et nous, on se charge de l'appliquer. Donc, les commentaires, c'est équilibré, ce n'est pas équilibré, ça ne ressortit pas à la compétence de la commission électorale indépendante. Ce que je sais, c'est que cette loi dit qu'il y a 2 nouvelles personnalités qui intègrent la commission centrale, tout comme les commissions locales. Donc, pour nous, nous les prenons, nous allons les accueillir. Ces personnalités, pour prendre fonction, doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel et ensuite intégrer à la commission électorale. Mais avant, doivent être nommés. Quand ils sont nommés, ils prêtent serment. Quand ils prêtent serment, ils viennent chez nous pour exercer leur fonction, qui sera celle d'organiser les élections comme tous les autres commissaires. Voilà ce que je peux dire sur cette loi. Mais vous n'avez pas peur que finalement, il y ait par exemple un poste qui ne soit pas occupé? Évidemment, le parti au pouvoir va envoyer son représentant. Et si le poste de l'opposition n'est pas occupé, est-ce que vous n'avez pas peur de ce déséquilibre? Non, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi devrais-je avoir peur. Moi, je ne suis pas comptable de la présence des partis politiques au sein de la commission électorale indépendante.
J'ai peur de ce qui ressortit à ma compétence quand je ne l'exécute pas. Mais quand j'exécute ce qui ressortit à ma compétence, mais je n'ai pas à avoir peur. Ça ne ressortit pas à ma compétence. S'ils sont présents, tant mieux. S'ils ne sont pas présents, tant mieux aussi, on dira. Je n'ai pas dit tant pis, mais tant mieux. Mais toujours est-il que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas qualité pour apprécier l'équilibre ou le déséquilibre d'une loi. Voilà, moi je considère que les partis politiques sont nos partenaires, ils viennent à la commission électorale indépendante et ensemble, nous menons notre mission. Justement, est-ce que vous les avez impliqués dans Ah ben bien sûr, aucune opération électorale ne se déroule sans les observations des partis politiques. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous avons reçu, je vais vous dire, le président du PDCI-RDA a fait l'honneur à la commission électorale en lui adressant un courrier pour faire des observations sur des modalités d'enrôlement sur la liste électorale. Ces observations étaient pertinentes pour nous. Nous avons invité donc ce parti-là à nous rencontrer, c'était le PDCI, à nous rencontrer en séance de travail, ce que nous avons eu cet après-midi, ce matin. On a eu une bonne séance de travail et ils ont posé des questions qui étaient pertinentes et ensemble nous avons trouvé le mode opératoire. Voyez-vous, c'est comme ça Parce que le PDCI estimait que sur l'enrôlement en ligne, par exemple, émettait des réserves. Oui, émettait des réserves, disait par exemple qu'il se peut faire que des citoyens de peu de foi étaient capables de tromper la loi en fraudant. Parce qu'il se peut que le citoyen, à l'insu même de l'électeur, puisse se munir de faux documents pour venir se faire enrôler. Et effectivement, nous les avons rassurés de ce qu'on a un mécanisme en arrière-plan qui permet de déceler toutes ces irrégularités. Et ensemble, on a fait le tour de la question et on s'est accordé là-dessus. Voyez-vous? Et pour les prochains jours, on va recevoir le PPACI, qui a aussi également ses observations à faire. Et c'est ouvert à tous les partis politiques. Voyez-vous? Pour nous, nous faisons les élections pour les partis politiques, pour la population. Parce que le parti politique a vocation à conquérir le pouvoir d'État par le biais de l'élection. Mais il ne peut le faire que lorsqu'il y a des électeurs. Et il n'y a électeurs que lorsqu'on est inscrit sur la liste électorale. Voyez-vous, on est ensemble. Ensemble, nous devons déterminer le mode opératoire pour avoir le maximum de citoyens parce qu'on est élu que lorsqu'on a engrangé le maximum de suffrages exprimés par la population, laquelle population doit être inscrite sur la liste électorale. Vous voyez, c'est le même combat. C'est le même combat. Et en partant, ils nous ont même demandé de les mettre en mission pour la sensibilisation. On leur a donné de quoi faire la sensibilisation. Il s'agit des brochures, d'informations, le code électoral, pour s'imprégner de la matière électorale, à l'effet pour eux de porter la voix de l'élection auprès de la population. Vous voyez, je pense que ça se passe bien. Alors, on va rester peut-être en politique. Il y a des personnalités qui étaient sur la liste électorale, mais qui n'y figurent plus. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui pour ces personnalités qui ne sont plus sur la liste électorale? Monsieur Coulibaly Kolo, pourquoi vous croyez que ce sont ces personnalités seulement qui ne figurent plus sur la liste électorale? Je suis un peu gêné de penser qu'on focalise la radiation des citoyens sur la liste électorale à un certain nombre, fut-il des personnalités d'un certain rang. Mais il y a bon nombre d'Ivoiriens qui ont été radiés de la liste électorale. Pour le moment, on va parler de ces personnalités et puis après... Mais moi, je n'ai pas envie de parler seulement de ces personnalités, je veux parler de tous les citoyens, sinon ça donnera l'impression qu'on fait une chasse aux sorcières ou bien qu'on s'acharne sur ces personnalités. Il est bon de savoir qu'il y a bon nombre d'Ivoiriens qui ont été radiés de la liste électorale parce que déchus de leurs droits civils et politiques. Alors, le sens de votre question, c'est de savoir si ces personnalités peuvent venir s'inscrire à nouveau sur la liste électorale. C'est ça, le sens de la question. Allez-y, répondez, après oui, tant que la sanction qui justifie leur radiation ne disparaît pas, ces personnalités ou tous ces citoyens ne peuvent pas s'inscrire sur la liste électorale. Si vous avez été condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme, pour venir vous inscrire sur la liste électorale, 2 possibilités vous sont offertes. La première, c'est l'amnistie. Si les députés décident d'amnistier les faits qui ont justifié la sanction, l'infraction disparaît, tout comme la sanction qui s'impose à vous. Et ce faisant, votre casier judiciaire devient vierge et vous pouvez venir vous inscrire sur la liste électorale parce que désormais, vous jouissez de vos droits civils et politiques. Ça, c'est la première hypothèse qui vous est offerte. La deuxième, c'est celle de la réhabilitation. Dans ce cas, vous purgez vos 20 ans.
quand vous finissez de purger vos 20 ans, selon la nature de la sanction, si c'est une sanction criminelle, vous avez un délai de 15 ans. Vous attendez un délai de 15 ans pour venir à nouveau vous inscrire sur la liste électorale. C'est ce qu'on appelle la réhabilitation de plein droit. Si c'est une peine correctionnelle, vous avez 10 ans. Vous attendez 10 ans pour venir vous inscrire de plein droit sur la liste électorale. Mais alors, si ce n'est pas la réhabilitation de plein droit, vous pouvez demander la réhabilitation. Et dans ce cas, il faut que dans un premier temps, vous purgiez votre peine. Si vous êtes condamné à 20 ans, vous purgez la peine de 20 ans. Mais si c'est une peine criminelle, vous avez 15 ans. Mais si vous exécutez déjà 5 ans, vous pouvez demander. C'est-à-dire qu'il vous faut 15 ans pour vous réhabiliter. Après avoir purgé, bien entendu, votre peine. Parce que le délai de réhabilitation court à partir du dernier jour de la peine que vous avez exécutée. Donc, vous avez 15 ans si c'est une peine criminelle. Alors, si vous sollicitez, il faut avoir déjà exécuté 5 ans. Si c'est une peine correctionnelle, il faut avoir déjà exécuté 3 ans. Voilà les cas. Donc, il y a 2 cas pour que le citoyen qui est radié de la liste électorale à la suite d'une décision de justice, voilà les cas où ces personnes peuvent venir s'inscrire sur la liste électorale. Soit vous bénéficiez d'une amnistie, soit vous bénéficiez d'une réhabilitation. D'accord. Peut-être une question... Lesquelles matières ne ressortissent pas à la compétence de la commission électorale indépendante. Ce sont les conséquences que nous gérons. Il est bon de le savoir. Très bien. Ouais. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur la nouvelle carte nationale d'identité, il n'y a pas l'affiliation. Ça ne vous gêne pas dans l'opération? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment, parce que ce que nous allons faire, nous demandons aux citoyens de procéder à l'inscription par déclaration. Et par la suite, nous allons nous approcher de de l'ONESI pour vérifier l'affiliation de nos pétitionnaires. Donc pour le moment, ça va. Alors, un nouveau majeur, c'est la question de débattre. Un nouveau majeur qui est indisponible, par exemple, cas de maladie, est-ce qu'il peut se faire représenter par quelqu'un d'autre pour l'enrôlement sur la liste? Non, il ne peut pas, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il renseigne 2 bases de données. Alphanumérique et biométrique. Il ne va pas prendre sa photo par procuration. On ne va pas prendre ses empreintes digitales par procuration. Ou bien il va envoyer sa photo par procuration et ses empreintes digitales. Donc il faut qu'il soit présent pour la première fois, il faut qu'il soit présent. Alors s'il ne peut pas le faire cette année, mais qu'il fasse tôt pour le faire l'année suivante. Il y a une question peut-être... Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas se faire enrôler sur la liste électorale par procuration. Alors, c'est une question peut-être pour l'ONESI, mais je la pose quand même. Camaraté qui demande comment avoir la carte nationale d'identité pour les citoyens qui sont à l'étranger. Enfin, bon, surtout pour cette opération, évidemment. Bon, moi, je ne sais pas trop, puisque je ne suis pas habilité, je ne suis pas celui qui est en charge de la délivrance ou de la confection des cartes nationales d'identité, mais je l'ai dit, si vous n'avez pas la carte nationale d'identité, faites tout pour avoir au moins la carte consulaire si vous êtes à l'étranger, ou bien le passeport biométrique. Voilà. Il ne faut pas aller là où il y a des difficultés, il faut aller là où on facilite la chose pour venir vous inscrire sur la liste électorale. Bon, les procédures pour l'enrôlement en ligne, ça, on l'a déjà dit. Peut-être qu'on rappelle rapidement. Mais rapidement, il faut avoir un portable, il faut avoir la carte d'électeur, il faut avoir la preuve qui justifie votre déplacement pour aller dans le nouveau lieu, c'est-à-dire l'attestation de résidence, l'attestation de domicile ou l'attestation de résidence fiscale. Voilà les éléments qu'il faut pour se voir inscrire et changer de lieu de vote en ligne. Monsieur le Président, 52 minutes sur la révision de la liste électorale. Le temps court très vite. Oui. On a presque terminé. On vous donne la parole pour quelques minutes de conclusion. Alors, je voudrais, dans un premier temps, remercier le gouvernement qui met tout à la disposition de la commission électorale indépendante pour réussir sa mission. Remercier également les partis politiques qui font montre d'un engouement, mais qu'on n'avait jamais constaté. Et je suis bien heureux que les partis politiques l'aient compris ainsi, parce que les partis politiques et la commission électorale sont des partenaires, sont des alliés dans l'organisation des élections électorales. Je voudrais aussi féliciter les commissaires de la commission électorale indépendante, autant qu'ils sont commissaires centraux et commissaires locaux, pour le dévouement à la tâche qui est républicaine. Mais je voudrais aussi attirer l'attention de nos collaborateurs sur le terrain, que la paix peut venir de l'élection, tout comme la guerre, et qu'ils fassent bien leur travail. Et qu'il nous revient. Évidemment que certains d'entre eux se laissent circonvenir par des petits malins. Mais la loi autorise la commission électorale, en plus de porter plainte devant le procureur de la République, de les radier de la liste électorale, sans préjudice bien entendu des sanctions pénales. Voilà pourquoi on invite nos collaborateurs sur le terrain à s'appliquer
Parce que travailler, c'est apporter la paix à la commission électorale et à la Côte d'Ivoire. Parce que nous voulons faire de sorte que l'élection ne rime plus avec violence, avec guerre. L'élection doit apporter la paix. Et c'est ça le sens de la commission électorale indépendante actuelle. Merci, Monsieur le Président Ibrahim Coulibaly Kubier, président de la Commission électorale indépendante, Bon, invité dans cette émission spéciale sur la révision de la liste électorale. Merci à toute la réalisation, aux équipes techniques. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI. Merci.